Mariana Fonseca Favre. Bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Non? Vous m'entendez? Oui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Boa tarde a todas e a todos. Avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement pour leur invitation. Je tiens également à remercier les autorités consulaires qui m'ont permis d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très honorée d'être là et c'est là pour deux raisons. Tout d'abord pour des raisons scientifiques. C'est un privilège de pouvoir échanger avec vous sur l'enseignement de français langue étrangère dans un colloque qui se veut ouvert à la diversité. Et je pense que la conférence qu'on a assistée ce matin nous a vraiment beaucoup inspiré et je vais essayer d'une certaine manière de vous montrer, plutôt dans le domaine de la didactique des langues, comment on pourrait toujours avoir donc cet esprit d'ouverture à la diversité et essayer de le didactiser cela en classe. L'autre raison qui me rend vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, c'est une raison tout à fait personnelle. Eu sou brasileira e é sempre um imenso prazer voltar ao Brasil e participar de eventos como esse. Je me suis donc demandé dans quelle langue j'allais vous parler. Je pense que on attend de moi que je parle français, donc je pense que je vais parler en français. Je vous avoue aussi que travaillant en français depuis plus de 15 ans, c'est plus facile pour moi de faire une conférence en français qu'en portugais. Mais après, voilà, j'ai quelques slides où vous allez voir le portugais aussi et d'autres langues. Donc, je n'ai pas envie de bannir le portugais parce que le portugais est là et je trouve que c'est là et important. Peut-être que vous l'entendez aussi quand je parle. Donc voilà. Alors, on y va. Bon, alors, je vous ai proposé, j'ai un plan qui est peut-être un peu ambitieux. J'aimerais donc tout l'enjeu de la conférence, c'est d'essayer de vous montrer encore une fois l'intérêt d'enseigner et d'apprendre le français dans une perspective d'ouverture à la diversité. Donc j'ai essayé de structurer mon intervention en 4 parties. C'est peut-être beaucoup. L'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de vous donner envie d'aller plus loin. Donc, dans un premier temps, il va être question de comprendre le nouveau paradigme dans lequel cette perspective d'ouverture dont je parle s'inscrit. Ensuite, je vais vous montrer que d'une certaine manière, on peut considérer que le plurilinguisme ne concerne pas seulement le rapport entre les langues, mais qu'il est présent également dans toute langue. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a du plurilinguisme, donc de la variation en français L1, d'accord? Donc, variations intralinguistiques et interlinguistiques peuvent, selon moi et selon d'autres auteurs, être placées sur un même continuum. Je vais donc après, à la troisième partie de mon intervention, m'intéresser à la variation interlinguistique, donc entre différentes langues d'une même famille. Il y a une approche didactique particulière qui s'appelle l'intercompréhension, qui me semble faire sens pour le contexte brésilien. Et je vais finir par quelques remarques plus générales concernant l'importance pour l'avenir du français de l'envisager encore une fois dans une perspective d'ouverture à la diversité. Alors, pour commencer cette intervention, j'essaie de commencer cette intervention par une citation de Laurent Gaillot, avec qui je fais ma thèse à Genève et qui dirige le département dans lequel je travaille à l'Université de Genève. Donc, cette citation, elle est extraite d'un livre qui rassemble les actes d'un important colloque qu'on a organisé à Genève en 2016, et un colloque qui s'intéressait à 3 questions qui me semblent vraiment importantes pour l'enseignement de français langue étrangère, qui sont les questions donc en lien avec la variation, le plurilinguisme et l'évaluation en français langue étrangère. J'ai beaucoup puisé dans cet ouvrage pour préparer la conférence d'aujourd'hui, donc voilà, je vais m'y référer un peu plus tard dans ma présentation également. Qu'est-ce qu'il dit, Laurent Gaillot, dans cette citation? Il nous rappelle finalement que les études de français langue étrangère font régulièrement place, depuis quelques années, à des enseignements sur les questions de plurilinguisme. Et cela provient de nos prises au sérieux de E, présent dans l'acronyme FLE, dans la mesure où considérer le français en tant que langue étrangère suppose de traiter le français dans ses contacts avec une autre langue au moins. Et ça me semble vraiment important. On est tous là, on s'intéresse, on est prof de FLE, on s'intéresse au FLE, mais si on parle de français langue étrangère, c'est parce qu'il y a une autre langue.
français langue maternelle ou la langue maternelle de l'apprenant et d'autres langues qui composent son répertoire. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Si le français est une langue étrangère parce qu'il y a d'autres langues en contact d'une certaine manière. Et ce sont des choses auxquelles on ne pense pas souvent, mais je pense que c'est important de les avoir à l'esprit. Alors, quand on parle donc de s'intéresser à l'ouverture, à la diversité linguistique et culturelle, une notion incontournable est celle de compétences plurilingue et pluriculturelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. Elle est vraiment, on en parle beaucoup en Europe. Donc c'est une notion qui a été introduite dans les années 90 et qui a été donc reprise au début des années 2000 par les cadres européens communs de référence par les langues et reprise encore dans les nouveaux, donc dans la nouvelle édition du cadre qui est apparue en 2018. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette notion de compétences plurilingues et pluriculturelles? Finalement, elle nous dit qu'au fur et à mesure que l'expérience langagière d'un individu s'étend de la langue familiale à celle de groupe social, puis à celle d'autres groupes, cette personne-là, cet individu ne va pas classer les langues et des cultures dans des compartiments séparés, mais il va plutôt construire une compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent. Donc finalement, l'idée c'est que cette compétence plurilingue et pluriculturelle, elle nous dit que si je m'approprie d'autres langues, si j'apprends une autre langue, toutes les langues dans mon répertoire, elles vont pas être juxtaposées comme des unités séparées qui ne communiqueraient pas entre elles. Il s'agit d'une compétence unique qui est composite, qui est évolutive et dans laquelle justement tout mon répertoire participe d'une certaine manière. Alors, cette définition de compétences plurilingue et pluriculturelle, elle a des incidences sur l'enseignement des langues. Et donc, à nouveau, là, je cite toujours, c'est le volume complémentaire du CECR qui dit ça, en suivant ce qui a été dit précédemment. On dit qu'avec cela, l'enseignement, avec cette conception-là, l'enseignement des langues se trouve profondément modifié. Il s'agit plus simplement d'acquérir la maîtrise d'une, de deux, voire même de 3 langues, chacune de son côté, avec, entre guillemets, le locuteur natif idéal comme modèle. Le but désormais est de développer un répertoire langagier dans lequel toutes les capacités linguistiques trouvent leur place. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir cela à l'esprit et ça me fait aussi penser à ce qu'a dit dans un tout autre registre Djamila Ribeiro un peu plus tôt ce matin. Finalement, elle a essayé de déconstruire certaines représentations qui sont des constructions sociales, des représentations, on pourrait faire une analogie ici avec celle de locuteur natif idéal. C'est qui ces locuteurs natifs idéal en fait, qui n'existent finalement pas? Et on essaye parfois encore de bâtir l'enseignement des langues comme si le but était de parler en français parfait, qui ne veut strictement rien dire, parlé par un locuteur qui n'existe pas et qui serait donc lui représentant de la norme de référence. Mais est-ce que cette norme de référence est finalement celle qui est en usage dans les pratiques? Donc tout cela nous invite à revoir nos représentations et à les déconstruire. Et encore une fois, comme disait Djamila, ça peut paraître ici des choses théoriques, mais je pense que ce sont des choses qui ont des incidences concrètes sur la pratique et notamment sur la pratique donc d'enseignement, sur la pratique didactique. Alors, on pourrait donc se demander si, même si effectivement, encore une fois, cette notion-là, elle a été théorisée par les cadres communs européens de référence pour les langues, on observe que dans le CECR, la notion de plurilinguisme, elle est en quelque sorte un peu diluée. Qu'est-ce que j'entends par là? Finalement, ce qu'on a retenu du cadre, c'est finalement ces niveaux de référence qui sont valables pour n'importe quelle langue. Si je suis A1, je dois savoir faire ceci, cela. Si je suis A2, B1, B2, etc. Et donc, même si la notion de plurilinguisme est présente, elle finit par ne pas vraiment... on l'a pas beaucoup travaillé, on n'est pas allé beaucoup plus loin dans le cadre européen.
La notion de plurilinguisme, la notion d'ouverture à la diversité linguistique et culturelle, elle a été beaucoup didactisée par un nouveau paradigme qui est émergé en Europe dans les années 90, notamment en ère francophone, un paradigme qui s'appelle didactique du plurilinguisme. Et donc, comme son nom le suggère, la notion centrale de ce paradigme est le contact des langues. Il va s'agir donc de s'intéresser aux langues en contact. Et dans ce cadre-là, on pense qu'enseigner une langue seconde doit supposer donc la prise en compte du contact des langues, du répertoire de l'apprenant et l'appui sur les ressources bilingues en construction. C'est-à-dire que, je m'explique, les ressources bilingues en construction, c'est entre autres, mais notamment des alternances codiques, ce qu'on appelle, enfin ce qu'on peut appeler, selon mon point de vue, des marques transcodiques. C'est-à-dire, je vais passer à une autre langue, pas parce que je suis pas compétent, oui, parce que je suis en train de m'approprier le français, donc je cherche un mot, je sais pas le dire en français, je passe au portugais, j'essaye en espagnol. Je l'envisage plus selon cette notion de compétence plurilingue et pluriculturelle comme un signe d'incompétence, mais comme un signe d'une autre compétence, si vous voulez, une compétence qui fait donc état d'un répertoire pluriel. Évidemment que mon but en tant qu'enseignant de FLE est de faire en sorte que mon apprenant s'approprie au mieux le français, mais je ne vais plus nier les langues de son répertoire. Et au contraire, je vais essayer de faire en sorte qu'à des moments précis, on puisse les didactiser au mieux pour l'aider à avancer. Donc, de la même manière, apprendre une langue seconde, selon cette compétence, va supposer le contact avec une langue première et va donc entraîner la mise en place de ressources plurilingues. Donc, ça va dans les deux sens. Alors, j'aurai pas le temps de vous parler énormément de la didactique de plurilinguisme et des différentes approches qui la composent. Elle est donc, la didactique de plurilinguisme, elle est composée par plusieurs approches, hein, vous les voyez ici. Donc, on a la pédagogie interculturelle, l'éveil aux langues, l'intercompréhension, la didactique intégrée, l'enseignement bilingue. Et chacune de ces approches didactise le contact des langues et des cultures d'une certaine manière, va prendre en compte la diversité en proposant une démarche spécifique. Alors, on pourrait dire de façon assez schématique, mais ça peut peut-être vous aider pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette notion à le comprendre, on pourrait dire par exemple que le travail proposé par ces approches-là va de la sensibilisation jusqu'à la problématisation, donc de la sensibilisation à la diversité des langues et des cultures, avec des approches de type pédagogie interculturelle et éveil aux langues qui sont vraiment sont bien développées en Europe et notamment en Suisse, jusqu'à la problématisation des rapports entre les langues et disciplines avec l'enseignement bilingue. Mais je ne vais pas m'attarder, enfin moi ce qui m'emporte ici, c'est que vous reteigniez qu'il y a ces nouveaux paradigmes qui s'appellent didactique du plurilinguisme, un paradigme pour lequel le contact des langues est vraiment important. Ce paradigme est constitué de plusieurs approches qui didactisent ce contact à leur façon. Dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser notamment à l'intercompréhension, non pas parce que ça soit une approche qui soit meilleure que les autres, mais je pense que c'est une approche qui peut faire sens en contexte brésilien. Alors, ceci maintenant m'amène à passer au deuxième chapitre, rassurez-vous, au deuxième chapitre de mon intervention. Deuxième chapitre où j'essaye maintenant de m'intéresser justement à ces continuums, variations intralinguistiques, variations interlinguistiques. J'ai décidé également de commencer ce deuxième chapitre par une citation extraite également de l'ouvrage dont je vous ai parlé au début. Cette fois-ci, c'est une citation de Bernard Pie, qui était un linguiste suisse qui a beaucoup travaillé dans les domaines de la linguistique interactionnelle et qui a été quelqu'un d'extrêmement important pour ces domaines-là, mais aussi qui a beaucoup influencé les études sur le plurilinguisme en Suisse et ailleurs dans le monde. Bernard Pie a notamment écrit avec Georges Ludi un ouvrage qui a marqué son temps qui s'appelle « Être bilingue ». Bon, ici, dans cette citation, qu'est-ce qu'il nous dit en fait ?
Il nous dit finalement, il envisage donc la variation en lien avec le plurilinguisme. Il nous dit que l'expérience de la variation est au cœur de toute pratique plurilingue. Il y a toujours variation dans le choix de langue, dans les foisonnements des équivalences approximatives, qu'elles soient sémantiques ou grammaticales, entre les langues, dans la condition d'acceptabilité de ces équivalences, variation finalement entre les usages des expressions disponibles. Donc ici, il nous montre, voilà, variation en lien avec la pratique plurilingue. Mais la variation, elle est évidemment, et vous le savez bien, et pareil, Jamila l'a montré dans sa conférence quand elle parlait justement d'une personne, enfin d'une grande référence pour son domaine d'études qui n'écrivait pas selon la norme, attendue selon la norme académique. Mais cela n'empêche, enfin, il y avait effectivement des problèmes de reconnaissance, mais enfin, ça nous montre qu'il y a donc des variations à l'intérieur de la langue et que cela a pas mal de conséquences. Toujours est-il, juste pour vous donner quelques orientations théoriques, il parlait un peu plus de variation ici selon un continuum entre variation intralinguistique et variation interlinguistique. Je vous propose ici une distinction qui est faite par Daniel Coste. Encore une fois, enfin, Daniel Coste, une très grande référence pour la didactique de français langue étrangère. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande fortement, qui nous rappelle finalement que la variation, de toute façon, elle est intrinsèque au système de la langue. Autrement dit, je peux toujours faire varier selon ce qu'on appelle l'axe paradigmatique, donc l'axe des choix de mots. Je peux dire en alignant, en déterminant un adjectif, un nom, un verbe, je peux dire la petite fille boit du lait, ou alors si je fais varier mon déterminant, mon adjectif, mon nom, mon verbe, j'aurai le grand garçon mange un gâteau. Enfin, vous voyez, j'entends par là, ici, donc, variation sur l'axe des choix de mots, donc la variation qui me permet, en français, si j'aligne un déterminant, un nom, un verbe, etc., de construire un énoncé comme A, comme B ou comme C. D'accord? Donc, variation du propre système de la langue. Ensuite, il y aurait aussi des variations d'ordre sociolinguistique. Et c'est là, le plus souvent, c'est par ça qu'on entend variation. Variation qui fait que selon le contexte dans lequel je me trouve, selon aussi selon pas mal de paramètres plutôt donc sociaux, je pourrais dire par rapport à j'en sais rien, par rapport à un film que j'ai vu, par rapport à un livre que j'ai lu, je pourrais dire j'ai beaucoup aimé, ou je pourrais également dire j'ai trop kiffé. Sémantiquement, je dis à peu près la même chose, mais c'est vrai que l'interprétation sociale est complètement différente. Donc ici, on est effectivement dans une différence de registre. Ou alors, pour parler un peu de français de la Suisse romande, si j'ai envie de déjeuner, si j'ai envie de manger plutôt ensemble à midi avec un collègue, je ne vais pas lui dire, comme on dit en France, on déjeune ensemble ce midi, mais je vais plutôt proposer on dîne ensemble ce midi. D'accord? Donc ici, variation de type diatopique. Daniel Coste nous rappelle, finalement, que donc en troisième niveau de variation, ça serait la variation dans le discours, la variation qui fait finalement qu'au fil d'une interaction, à travers des formulations et des reformulations, je vais ajuster mon discours. Et c'est là dans une seule langue ou dans deux langues différentes, d'accord? Donc c'est ce qui fait, par exemple, ici, je vous ai pris, bon, c'est écrit en catalan, je vous ai pris un extrait d'une interaction en classe où on est en train de traiter le sujet, donc de différents, les élèves traitent les changements d'état de l'eau, et donc un élève, on essaye de construire la notion d'évaporation, et on commence en disant l'eau elle part, l'eau elle sèche, et on arrive en formulant et reformulant avec l'étayage de l'enseignant, l'eau elle s'évapore. Donc là c'est la notion savante attendue. Donc ici effectivement variation justement dans la reformulation qu'on propose ici au cours de l'interaction. C'est là ici est dans une seule langue, mais on aurait pu tout à fait imaginer d'avoir dans deux langues différentes. Alors,
Donc, même si on vient de voir que la variation, elle est intrinsèque à la langue, Daniel Coste nous rappelle quelque chose qui me semble fondamental et qui me semble aussi nous interpeller dans notre pratique enseignante. Il nous rappelle, je lis avec vous, s'agissant du français et des cultures éducatives et linguistiques qui tendent à y être historiquement et idéologiquement associées, il n'est pas besoin de rappeler combien prévaut dans les représentations comme dans bien des pratiques, une vision normative focalisée sur des régularités systémiques bien plus que sur la variation. Et donc, je pense que ça nous interpelle. Quel français j'enseigne? Selon quelles normes? Quelle place j'accorde à la variation dans mes cours? Et est-ce que vraiment, est-ce que je suis dans cette logique encore de ce français de référence parlé par un locuteur natif idéal qui n'existe pas, ou est-ce que j'essaie justement de sensibiliser mes apprenants à la diversité qui est inhérente au français? Il y a toute langue, diversité du français, dans le français, et diversité entre les français et d'autres langues. Ça me semble intéressant. Et ici, donc, une deuxième partie de la citation, je trouve que ça peut interpeller davantage les enseignants des écoles qui sont ici présents. Daniel Coste, il nous dit, dans le parcours de scolarisation de l'enfant, penser en termes de mobilité vers et à l'intérieur des communautés de pratique. L'enfant, il passe de la famille à des groupes de camarades, à des groupes où il va faire des activités autres, activités sportives, etc. L'enfant, il découvre simultanément la variation langagière et la variation sociale. Et il construit d'une certaine manière, progressivement, de manière souvent non conscientisée et non explicitée, une expérience d'une capacité de gestion de la pluralité linguistique et culturelle. Autrement dit, on ne parle pas avec les copains de la même manière qu'on parle à l'école, de la même manière qu'on parle aux grands-parents, etc. Normalement, on devrait... Enfin voilà, chaque lieu social a ses normes. L'enfant se rend compte intuitivement de ça, plus ou moins, mais cela est très peu souvent didactisé, explicité, en langue 1 et en langue 2 également. Et donc, on pourrait se demander si on pourrait pas aller donc vers des propositions de type donc une didactique de la pluralité linguistique qui envisagerait la variation, un continuum, encore une fois, entre variation intralinguistique à l'intérieur d'une même langue et variation interlinguistique entre des langues différentes. C'est-à-dire que cette variation-là, elle n'est plus à envisager en termes de différence de nature, mais plutôt une différence de degré. Et notamment quand la variation entre les langues, donc interlinguistique, concerne les langues d'une même famille. Je trouve intéressant de voir, et je vous ai mis ici une citation de Claire Blanche Benveniste, pareil, un chercheur français qui a beaucoup travaillé sur l'oral, qui s'est beaucoup intéressé aussi à l'intercompréhension, et déjà au début des années 2000, elle disait, on pourrait dire que les gens qui parlent leur propre langue, qui est dans leur L1, du moment où ils sont très sensibles à ces différentes variétés, elle parlait ici de variation, sont plus enclins à comprendre la langue des autres. Du moment où j'accepte que le portugais, le portugais du Brésil n'est pas un seul, il a différents accents, il a différentes façons de parler, il y a à l'intérieur de ces différents accents, il y a encore différents degrés de variation. Du moment où j'accepte cela, où je suis sensible à cela, peut-être que quand je vais m'approprier une autre langue, je serai aussi plus ouvert, plus réceptif à la variation qui fait que, effectivement, le français est une autre langue, mais peut-être qu'il est pas aussi différent que le portugais et que je peux construire des ponts entre les deux et qu'entre les deux, il y a plus une question de variation de degrés. Alors, maintenant, revenons à des choses peut-être un peu plus concrètes. Quelques exemples. Je vous propose maintenant de vous donner quelques exemples de variations intralinguistiques et je vais m'intéresser notamment au français de la Suisse romande et ensuite je vais vous donner quelques exemples de variations
interlinguistique. Alors, juste en passant, je n'avais pas le temps de beaucoup développer, donc cela a été dit par monsieur le consul général un peu plus tôt ce matin. La Suisse est un pays multilingue. La Suisse possède 4 langues nationales, allemand, donc par ordre d'importance, en termes de population, allemand, français, italien et romanche. Seules les 3 premières possèdent le statut de langue officielle. Il faut savoir que presque un quart de la population donc en Suisse parle français. Donc 23% de la population parle le français comme langue première et le français est la langue officielle dans 7 cantons. Vous avez ici la carte où on voit cela. Alors, par rapport au français, si on compare le français parlé en Suisse romande, le français de référence, la référence étant encore donc le français de France, il y a finalement pas énorme, il y a des différences, mais pas, elles sont pas aussi importantes. Il faut savoir aussi que le français de la Suisse romande, il n'est pas homogène, il varie. Et qu'il ne se cantonne pas aux frontières territoriales. Autrement dit, en France voisine, vous croisez la frontière, vous êtes à Genève et vous allez juste de l'autre côté de la frontière, du côté français. Il y a beaucoup de traits linguistiques qui seront partagés par ces Français parlés dans ces 2 pays pourtant différents. Les différences qui existent, il existe évidemment des différences, encore une fois, elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait l'imaginer, mais elles se situent donc à différents niveaux d'organisation linguistique, niveau lexical, morphologique, syntaxique, phonétique, phonologique, prosodique, etc. J'aurai évidemment pas le temps de tout développer, je vais juste développer 3 petits exemples en lien avec la variation lexicale notamment. Donc, le français de la Suisse romande, par rapport au français de référence, il est marqué par certains archaïsmes. Je vous ai dit tout à l'heure, donc, en Suisse romande, le matin, on déjeune, à midi, on dîne, le soir, on soupe. Et c'est un trait qui me semble partagé par d'autres régions francophones, si je ne m'abuse, je pense, le Québec et peut-être la Belgique, mais à vérifier. En Suisse aussi, on a une façon de compter qui est pour un lusophone beaucoup plus simple, on va pas dire 70, on va pas dire 90, on va dire 70 et on va dire 90. Et dans certains cantons, on va parler de 80. C'est que facilite beaucoup l'appropriation. C'est beaucoup plus simple pour un lusophone de s'approprier de 70, 90, 80 que de 80, 90, etc. Le français de la Suisse romande, comme je vous ai dit, donc l'allemand est la langue principale de la Suisse, donc il est marqué par certains germanismes. En Suisse romande, on n'a pas de téléphone portable, on a un attel. On n'a pas le père, certaines personnes n'appellent pas en parlant de son père, elles se réfèrent par le frâtre. La même chose pour le chat, ça peut être le kratz, influence de l'allemand. D'accord? Bon, je pourrais développer d'autres traits, mais l'idée ici n'est pas de vous donner un cours sur le français de la Suisse romande, mais juste vous montrer que le français de la Suisse romande varie par rapport au français de référence, donc variation interne à une même langue, le français. Alors, maintenant passons à la variation entre différentes langues, et notamment à la notion, je vais essayer de petit à petit vous amener la notion d'intercompréhension. La notion d'intercompréhension, elle a été finalement la première personne qui a parlé d'intercompréhension est Jules Ronjat au début du XXe siècle. Donc, il faut savoir que Jules Ronjat, donc là, on est dans le sud-ouest de la France. Il a observé beaucoup. Il a écrit notamment des livres très importants comme l'essai de syntaxe des parlers provençaux modernes et un autre livre où il a observé le langage observé chez l'enfant bilingue, où il a observé le développement de langage de son fils qui était bilingue français-allemand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jules Ronjat, par rapport justement à l'époque, début du XXe, encore une fois, sud-ouest de la France, région de Languedoc, où on avait donc différents dialectes de l'occitan qui étaient en usage. Donc, il nous dit finalement que non seulement dans les assemblées félibréennes, donc les assemblées d'écrivains de Languedoc, qui réunissent des hommes de quelque culture ou tout au moins de quelque entraînement linguistique,
mais aussi aux foires, dans les cabarets des villages situés à la rencontre de parlers différents. J'ai toujours vu se poursuivre sans difficulté entre les gens des pays les plus divers, donc pays, on sous-entend ici des régions, d'accord, les conversations familières comme les discussions d'affaires. Donc, entre des gens qui parlaient des dialectes, des gens issus de régions différentes, qui parlaient des dialectes différents, qui étaient dans différentes situations de communication, il a toujours vu se poursuivre des conversations sans vraiment beaucoup de problèmes. Il dit, on a les sentiments que les gens parlent chacun dans leur propre langue, mais on a les sentiments très nets d'une langue commune prononcée un peu différemment. D'accord? Donc ici, on est dans une variation au début du XXe de dialecte d'occitan, donc de langue d'oc, qui finalement qui était intercompréhensible entre eux. Alors, pour vous donner un exemple, on change complètement de registre, un exemple tout à fait récent et ici tout à fait didactique aussi. Vous avez à l'écran un extrait d'une interaction en classe qui a été enregistrée en contexte catalan. Il faut savoir qu'en Catalogne, on apprend en catalan. L'espagnol est aussi très présent dans le contexte, mais les écoles publiques sont en catalan. On a proposé à des élèves catalans de travailler sur un document écrit en portugais, d'accord? Et donc, c'était pour travailler la notion disciplinaire, justement, c'était le cycle, la chaîne alimentaire, en fait, c'était la notion en question. Et donc, ici, on se basait sur le principe d'intercompréhension. Et on disait que les élèves catalans étaient en mesure de comprendre un document écrit en portugais, même s'ils l'avaient pas formellement étudié, et qu'ils pouvaient faire une activité en reformulant le portugais. Ils ne le parlaient pas, mais ils pouvaient le comprendre à l'écrit, et à partir de ça, ils pouvaient travailler en classe et construire la notion de chaîne alimentaire. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans cette activité. Donc ici, donc là, le E, c'est l'enseignant qui reformule, ici, donc elle reprend le document, oui, depois seria després, donc elle reformule en catalan, et là on est en train de chercher qu'est-ce que pourrait bien dire en catalan, em primeiro lugar, em primeiro lugar, que seria? Et là, on a le commentaire d'un élève qui nous parle avec ses propres mots d'intercompréhension, et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qu'il dit. Il dit, et là je reformule ces mots, il le dit en catalan, mais c'est aussi vrai que les mots ne changent pas beaucoup, il y a juste 2 ou 3 lettres qui changent, pas toutes les lettres. On observe que ce sont des langues romanes, qu'elles sont toutes de la même famille. Et là, l'enseignante répondit, ah oui, tu vois, elles ressemblent beaucoup, tu vois, elles se ressemblent beaucoup. Et l'élève, il va dire, oui, au début, non, mais ensuite, dès qu'on commence à travailler, on travaille et on le comprend un peu plus. Et là, c'est intéressant de voir qu'un élève va intervenir en espagnol, langue de contexte, langue qui est présente et qu'on ne peut pas complètement bannir de la classe, et qui va faire un commentaire en disant « Ah, pero tampoco hemos trabajado mucho. » Donc même si on n'a pas beaucoup travaillé avec ces langues romanes, on arrive à comprendre et on arrive à voir leur parenté. D'accord? Donc c'est juste pour vous montrer que cela peut fonctionner. Alors, tout ça, maintenant, m'amène à parler, c'était déjà implicite dans ces citations, mais m'amène à parler d'une notion qui est vraiment fondatrice de l'intercompréhension, qui est la notion de continuum linguistique. Alors, comme son nom l'indique, la notion de continuum linguistique, c'est une notion qui nous propose finalement de revoir notre conception des langues et de se rendre compte finalement que les langues, on devrait, la notion de continuum considère davantage la réalité linguistique des langues et non leur hiérarchie politique. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'envisager les langues dans leur continuité. Donc, si on parle de continuum linguistique et que si je vous ai mis une carte ici, c'est bien pour vous montrer qu'en Europe, mais en Amérique latine aussi, avec l'espagnol et le Brésil, mais qu'en Europe, en tout cas, du Portugal jusqu'à la France, en passant par l'Italie, on a donc un continuum de langues romanes, donc une aire linguistique, géographique, où
on parle des langues qui appartiennent à la même famille et des langues que si on veut pousser un peu plus le trait, on pourrait dire que finalement, elle appartiendrait donc bien sûr, leur racine commune est le latin. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment, enfin, on ne parle plus, on n'enseigne plus le latin, mais donc cette langue, ces langues, elles appartiendraient à l'espace que certains appellent la Roumania. Ça serait donc l'espace géographique de l'ensemble des langues romanes. Juste une petite anecdote, un petit peu en passant. Je me souviens, il y a quelques années de ça, on a reçu un conférencier assez important à l'Université de Genève et j'ai discuté avec lui avec beaucoup de fierté. On m'a demandé, voilà, il m'a demandé par rapport à mon parcours. Je lui ai parlé que je parlais plusieurs langues romanes, que j'en comprenais aussi plusieurs. J'étais très fière de déballer. Ah oui, le français, oui. Ah oui, l'espagnol, oui. Ah oui, le portugais, ah oui, le catalan, ah oui, l'occitan. Normalement, les gens sont assez impressionnés. Et là, il m'a regardé, il m'a dit: ah, mais en fait, vous ne parlez qu'une seule langue. J'ai dit, en fait, oui, il a raison. Dans ce sens-là, vous voyez, dans le sens où, oui, ce sont des langues qui partagent des traits communs et qui on pourrait, si on force un peu le trait, voilà, on pourrait voir comme une seule grande langue qui n'existe évidemment pas. Alors, c'est aussi, enfin, voilà, c'est bien sûr, je suis tout à fait consciente c'est un peu une simplification, mais c'est juste pour vous donner cette idée de continuum, mais aussi pour vous donner aussi l'idée que, oui, si le continuum, il existe, si les frontières, enfin, si les langues ne s'arrêtent pas aux frontières politiques, il faut aussi savoir que, oui, parfois, il y a des interruptions dans ce qu'on appelle les continuums géographiques. Et si on pense, par exemple, rien qu'au territoire de la France, une rupture de continuum très nette est le basque, qui n'est même pas une langue indo-européenne. Et donc là, on a plusieurs langues romanes. Tout d'un coup, on a le basque qui vient rompre ces continuums. Je pense que ce qui est intéressant de voir là, c'est vraiment de prendre conscience, effectivement, que les choses ne sont pas aussi simples, et aussi de travailler toujours en classe avec, bon, ici, je sors un peu des considérations sur le continuum, mais ça m'amène à vous dire, enfin, tout ce qui concerne familiarisation, défamiliarisation, jouer sur ce qui est proche et sur ce qui change. Vous voyez, par exemple, si on prend ici, ici vous avez donc une page de couverture du manuel Euromania. Est-ce que vous pourriez essayer de me dire ce qui est écrit? C'est pas en français, c'est pas en portugais. Vous avez quelques indices. Vous avez un fort indice ici, l'image est un indice non négligeable. Je ne sais pas si vous voyez ici tout en haut ce qui est écrit. Est-ce que vous pourriez faire des suppositions? Oui, qu'est-ce que... Différent. Voilà, enfin, presque les différents états de l'eau, en fait, tout simplement. Donc, vous avez certainement reconnu la ressemblance ici, differitele, différents stades, états, aleape de l'eau. Donc ici, donc c'est écrit en roumain. Ce qui est intéressant ici, et ce qui rend un peu plus difficile l'intercompréhension, mais qui rend tout à fait passionnant la réflexion métalinguistique, c'est de se rendre compte, c'est de voir que en roumain, contrairement aux langues romanes, contrairement à la majorité des autres langues romanes, on a l'article défini qui est postposé, c'est-à-dire qu'il est agglutiné au mot et qu'il vient derrière. Donc, différitez-le, donc le qu'on voit ici, c'est le que nous, on place en français et en portugais avant le nom. D'accord? Donc, c'est justement, enfin, et pourquoi c'est là? Parce que le roumain est entouré par des langues slaves, même si le roumain est une langue romane, il partage plusieurs traits communs avec les langues slaves, d'accord? Donc c'est intéressant du point de vue didactique de ne pas dire je comprends rien ou c'est trop compliqué, mais non, de réfléchir. Ah oui, qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Et tout d'un coup, on va prendre conscience de la place du déterminant défini, enfin du déterminant tout court, en l'occurrence en français et en portugais, à travers une activité
qui va se baser, donc qui part d'une autre langue. Alors, donc, ça m'amène à parler de l'intercompréhension et de vous donner donc une définition didactique de l'intercompréhension. Et encore une fois, je vais citer Daniel Coste, qui dit « L'intercompréhension n'est ni une panacée, ni une nouvelle méthodologie. C'est une voie parmi d'autres d'accès à un plurilinguisme qui se nourrissent d'une mise en contact active et réflexive des ressources multilingues. Sa singularité tient au fait qu'elle stimule chez l'apprenant des capacités latentes, c'est-à-dire des capacités qu'il a déjà. On va se baser, pour comprendre l'énoncé en roumain tout à l'heure, vous vous êtes basé sur les connaissances que vous aviez déjà, qu'elle incite à procéder par effraction. Alors, je vais formuler des hypothèses, qu'elle introduit du jeu et du fluide dans la perception des systèmes linguistiques et qu'en faisant ainsi, elle contribue à une éducation langagière générale autant qu'il y a des compréhensions particulières. Et je trouve ça vraiment important. Éducation langagière générale, une éducation aux langues, au langage, une grammaire du langage. Je comprends mieux le fonctionnement des langues et je m'intéresse particulièrement au français. Et je trouve que des approches comme ça peuvent nous permettre cela. Alors, j'ai pas le temps de développer par rapport aux travaux qui ont été faits dans les domaines de l'intercompréhension. Il y a eu beaucoup de travaux, les travaux fondateurs ont été notamment menés par 2 équipes françaises, l'équipe de Claire Blanche Benveniste à Aix-en-Provence et l'équipe de Louise Daben à Grenoble. Depuis, il y a eu un foisonnement de travaux. Et il faut savoir que la notion d'intercompréhension, que les travaux développés dans le domaine de l'intercompréhension sont assez fertiles au Brésil. Donc, je cite juste les noms de quelques collègues qui font un travail formidable au Brésil autour de l'intercompréhension. Donc, vous pouvez vous référer aux travaux développés par Alas Martins, Albuquerque Costa, Calvo de Lomo, Miranda de Paulo, Christian Degache également, qui a été donc quelques années au Brésil et qui a beaucoup œuvré pour l'intercompréhension en contexte brésilien. Alors, quelques arguments pour vous motiver donc à enseigner avec l'intercompréhension en cours de français et non pas en intercompréhension. Votre objectif est le français, d'accord? Donc, je pense qu'on peut mobiliser l'intercompréhension en tant qu'une stratégie. Alors, du point de vue linguistique, je pense que cela nous amène encore une fois à envisager les langues en continuité et non pas en contiguïté, donc non pas comme des blocs étanches, mais comme avec plus de fluidité entre les langues. Du point de vue didactique, cela nous amène à exploiter les ressemblances entre les langues et nous amène à transformer ce que Pierre Escudé appelle des enseignements tubulaires, donc des enseignements qui ne s'intéressent qu'à une langue, comme si les autres langues de répertoire de l'apprenant, les autres langues de contexte n'existaient pas. Donc ça nous amène à changer cela pour des enseignements plus intégrés. Et du point de vue social, cela nous amène à reconnaître la diversité linguistique présente à différents niveaux dans la société. Et j'aime beaucoup une expression de Laurent Gaillot qui dit souvent « c'est pas l'environnement qui est pauvre en diversité, c'est notre regard qui est appauvri. » Et souvent, on a une certaine forme de cécité contextuelle. Non, mais au Brésil, tout le monde parle portugais. Non, mais ça va pas marcher. Non, mais la diversité linguistique. Bien sûr, évidemment, je suis parfaitement consciente. Il n'y aurait aucun sens de transposer au Brésil des démarches qui sont développées en Europe telles qu'elles le sont en Europe. Enfin, le contexte brésilien est autre, a une autre logique, une autre pertinence, mais il est très riche en diversité aussi. Et en diversité linguistique, malgré le fait, voilà, qu'il y a une politique linguistique qui a fait que le portugais s'est vraiment imposé partout dans le pays. Si on creuse un peu, on sait qu'on a tous des ascendants qui parlent une autre langue, qui ont parlé une autre langue, on a des noms de rues écrits dans d'autres langues, etc. Donc le contexte, il n'est pas aussi unilingue que ce qu'il pourrait paraître dans un premier temps. Alors, juste un exemple d'une activité didactique, et là, rassurez-vous, je m'approche de la fin de la présentation.
Par exemple, on pourrait, à partir ici, j'ai dû faire les choses très simples et même décontextualiser, autrement j'allais pas avoir le temps de développer les autres arguments, mais juste un exemple d'une activité qu'on pourrait mener en cours de français, une activité qui mobilise l'intercompréhension, mais pour essayer de réfléchir au français. Alors, je pourrais notamment proposer, ici, j'ai un énoncé, hein, je parle des langues très différentes, d'accord, qui, encore une fois, hein, il est hors contexte, donc il faudrait le contextualiser dans un texte et ensuite l'extraire pour s'intéresser à des composants, enfin ici un peu plus particuliers. Si je décline cet énoncé dans différentes langues romanes, comme le portugais, l'espagnol, le catalan, l'italien, j'aurais pu le décliner dans d'autres langues. En l'occurrence, c'était plus simple pour moi de le faire comme ça. Ici, je verbalise, d'accord? Donc, j'ai à la fois l'écrit et l'oral. Donc, ça donnerait en portugais « falo línguas muito diferentes », en espagnol « hablo idiomas muy distintos », en catalan « parlo idiomas molt diferents ». En français, je parle des langues très différentes. En italien, parlo lingue molto diverse. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on peut faire remarquer à partir de ces simples exemples? Alors, très vite, on peut faire remarquer à nos apprenants, effectivement, que en français, contrairement aux autres langues romanes, on observe la présence ici, donc, du pronom personnel, qui dans les autres langues romanes n'est pas présent, car on connaît la personne à travers la désinence verbale. Désinence verbale qui est tout à fait audible dans les autres langues et qui ne l'est plus en français. Si je dis parle des langues très différentes, je ne sais pas si c'est je, si c'est tu, si c'est il au singulier, si c'est il au pluriel. Alors qu'en portugais, je n'ai pas besoin, enfin c'est très... j'ai la désinence verbale qui m'indique la personne, d'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ces types d'activités fait prendre conscience que l'homophonie du français a des conséquences syntaxiques, en l'occurrence, l'obligation d'un élément en position de sujet, ici, donc, dans cet énoncé, le pronom personnel « je ». Une autre chose importante, ici, par rapport à des langues, on observe aussi le déterminant, le français, par rapport aux autres langues, ici présentes, est la seule langue qui a les déterminants indéfinis « des », « présents ». Et là aussi, ça vient également de cette homophonie du français. Et on pourrait effectivement, en portugais, c'est un énoncé tout à fait valable, on pourrait réfléchir sur le portugais à partir de cela. Finalement, je peux dire « falo línguas muito diferentes », je pourrais également dire « falo umas línguas muito diferentes ». Sémantiquement parlant, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment que c'est proche, hein, mais umas línguas muito diferentes, je vais insister justement sur cet indéfini. Alors qu'en français, je ne peux pas dire « je parle langue différente ». D'accord? Donc, faire prendre conscience de certaines spécificités du français à travers le détour par d'autres langues romanes, ici en contexte brésilien, ça me semble faire sens. Alors, je pense, vu l'heure, je vais peut-être laisser un exemple croustillant pour l'atelier. Comme ça, c'est aussi un moyen de vous motiver d'aller à l'atelier. Donc ici, je souhaitais vous montrer comment l'intercompréhension peut également être utilisée pour une réflexion disciplinaire, mais bon, je garde le suspense pour demain. Je vais juste maintenant passer à quelques remarques conclusives parce que le temps passe. Alors après cette présentation, j'aimerais finalement vous poser deux questions. Après donc tout ce parcours, je pense qu'on pourrait se demander quel rôle peut jouer la didactique du plurilinguisme, donc notion que je vous ai présentée au début, et notamment l'intercompréhension en contexte brésilien pour un enseignement, apprentissage du français ouvert à la diversité linguistique et culturelle. Et j'espère avoir montré que la didactique du plurilinguisme et l'intercompréhension peut avoir un rôle à jouer pour cet enseignement du français ouvert davantage à la diversité intralinguistique et interlinguistique. On pourrait également se demander si l'ouverture à la diversité ne serait pas un moyen
de contribuer à l'appropriation du français et ainsi de renforcer la francophonie. C'est-à-dire que si on continue avec cette idée d'un enseignement de français qui fait de français une langue difficile, inatteignable, une langue finalement qui ne considère pas ses apprenants comme des francophones, je pense que on perd quelque chose pour le français et pour la francophonie. Donc je pense qu'enseigner le français dans un esprit d'ouverture à la francophonie, c'est dans un esprit d'ouverture à la diversité, c'est renforcer la francophonie. Et quand on sait les enjeux politiques, quand on sait aussi l'importance de l'anglais actuellement, je pense que si on veut montrer que le français a encore son mot à dire, l'idée est de travailler en fait sur des approches qui sont ouvertes en fait à la diversité des Français. Donc je vais conclure par 2 citations extraites d'un même ouvrage qui s'appelle qui a un titre assez provocateur, qui s'appelle « Le monde parlera français ». Dans cet ouvrage, donc, il est beaucoup question des politiques linguistiques en lien avec le français, nos réflexions sur le rôle, la place du français. Et donc, on nous dit que plus d'un francophone sur 2, actuellement, vit dans un environnement plurilingue, où cohabitent des langues africaines, des créoles, voire d'autres langues de communication internationale comme l'arabe ou l'anglais. C'est dire l'importance politique du respect de la diversité culturelle et linguistique pour toute politique de promotion du français. La francophonie n'a de légitimité dans la plupart des pays qui, dans le cadre de la coexistence, voire d'une complémentarité avec des langues nationales et locales qui constituent l'environnement linguistique naturel des locuteurs occasionnels du français, aujourd'hui majoritaires. Donc si le français est une langue, quelqu'un a rappelé ce matin, qui est encore beaucoup parlée dans le monde, c'est parce que le français est parlé par beaucoup de locuteurs qui ont le français comme L2, voire comme L3. Et donc, je conclus par la phrase aussi de conclusion de cet ouvrage, qui est une phrase qui me semble faire sens pour ces colloques, qui dit « Rejetant toute forme de repli sur soi, la promotion du français et de la francophonie doit être conduite dans un esprit d'ouverture avec l'objectif de développer l'enseignement des langues étrangères et du plurilinguisme, avec l'ambition de sauvegarder la diversité culturelle qui constitue un des plus précieux héritages de l'humanité, avec la volonté politique d'aider la francophonie à se construire un véritable espace culturel et économique de solidarité et d'échange. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mariana. C'était absolument fascinant. Je rappelle que Mariana, demain, va donner 2 ateliers, c'est ça, de 9h à 10h, puis de 15h à 16h. Non, c'est pas ça? Ça a changé? Oui. Vérifiez la programmation, en tout cas. Si alors apparemment, oui. Je n'étais pas au courant, mais oui. En tout cas, cette présentation donne vraiment envie d'assister aux ateliers. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions. On a 5 minutes, à peu près, avant la pause café. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être prendre 2 questions. 2 questions, ça vous semble suffisant? 2 questions. Comme vous voulez. Moi, Dois-je Merci. Bonjour. Bonjour. D'après Janin et Escudé, dans leur œuvre Le point sur l'intercompréhension, qui d'ailleurs vous évoquez, l'intercompréhension s'inscrit dans le cadre de politiques linguistiques, de la didactique des langues et de la science du langage. Par contre, malgré des avancées telles que la publication du CARAP par les Conseils de l'Europe, la plupart des institutions, voire de gouvernements, restent réticentes à cette approche plurilingue. Et comme vous avez dit, on ne peut pas se servir de même démarche utilisée en Europe pour le Brésil, puisque ce sont des contextes différents. Je me demande
s'il y a, donc, quelle démarche pourrait-on entreprendre afin de mettre en œuvre un projet efficace de valorisation du plurilinguisme dans des pays tels que le Brésil et la France, où, en dépit de leur grande diversité culturelle et linguistique, l'étendard d'un prétendu monolinguisme homogène est porté de façon majoritaire? Merci. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde donc à chaque question, peut-être c'est le plus simple. Enfin, moi, oui. Enfin, c'est un vaste programme. Hein. Je commence tout de suite par vous dire que j'ai pas de réponse absolue. Donc, si j'ai bien compris votre question, c'est finalement comment, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, c'est ça. Hein. Au Brésil et en France, écoutez, je suis désolée de vous décevoir, mais je trouve qu'il n'y a pas de réponse magique, qu'il n'y a pas une seule solution. Moi, je pense que ça passe beaucoup par la formation des enseignants, par la déconstruction des représentations. C'est un travail de grande haleine qui peut parfois être décourageant, mais je pense que, je ne verrai pas. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a de quoi voir. Déjà, vous aviez évoqué aussi le contexte français, donc c'est un contexte différent. Donc, si j'essaye de répondre par rapport au contexte brésilien, je pense qu'il faudrait essayer ce que j'ai essayé de vous montrer, essayer d'envisager d'autres façons d'enseigner les langues et de mettre un peu plus de plurilinguisme dans les pratiques habituelles. On va pas tout révolutionner, il n'y a pas d'intérêt, il y a des choses très bien qui sont faites, mais je pense ça passe par des projets institutionnels, des projets qui parfois dépendent de personnes précises et qui des fois, quand ces personnes sont plus là, et ben ça tombe à l'eau et qu'il faut recommencer. Enfin, vous voyez, je sais pas s'il y a. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de voir que malgré effectivement cette idéologie de monolinguisme, malgré une vision simpliste qu'on veut parfois nous faire passer, je crois qu'il faut essayer de se battre pour préserver la diversité linguistique et culturelle qui est là et qui devrait rester, en fait. Hein. Si on perd ça, on perd vraiment quelque chose d'important. Mais je suis convaincue, je suis consciente que j'ai pas répondu à votre question, mais je vois pas comment dresser un programme et vous dire, je pense pas que ça fonctionnerait. Donc, je pense, en tout cas, je retiens, ça passe par la déconstruction des représentations, ça passe par la formation des enseignants, et ça passe par des projets qui ont leur pertinence localement. Et il y a peut-être plusieurs projets au Brésil, selon l'endroit du Brésil où on se trouve, selon le but de l'enseignement, etc. On va prendre une dernière question peut-être, et je propose que cette discussion soit poursuivie peut-être autour d'un café. Nous avons une pause café ensuite d'une demi-heure. Qui a levé la main? Bonjour, nous sommes de Campinas. Oui. On a un projet qui s'appelle Projet École et on a eu quelques années une petite formation sur l'intercompréhension et on essaie encore de travailler auprès des élèves adolescents du réseau de la municipalité de Campinas. Ce qu'on voulait, c'est améliorer notre formation parce qu'on voit qu'il s'agit d'une conception. Alors, ce n'est pas le cas d'enseigner le catalan ou enseigner l'espagnol, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont des stratégies. C'est ça? Mais on ne se sent pas sûr. Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais une demande de parler de notre expérience. Oui. On a préparé quelques matériels, mais très simples matériels. Oui. Mais on voulait apprendre encore plus parce que... Oui, tout à fait. Oui, écoutez, on pourra en discuter avec plaisir. Je pense juste qu'il faut en avoir conscience. J'ai peut-être pas suffisamment mis l'accent. J'ai essayé de le dire, mais j'aimerais que ça soit bien clair pour tout le monde. On parle beaucoup, et vous avez évoqué dans votre discours, on parle beaucoup de l'intercompréhension. Comme la définition la plus courante, c'est justement la capacité de comprendre des langues qu'on ne parle pas. Hein. Et donc, effectivement, des formations d'intercompréhension, normalement, elles sont très structurées pour essayer de comprendre différentes langues assez rapidement.
Après, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça c'est effectivement, c'est ce qu'on entend le plus généralement par intercompréhension. Après, ce qui me semble intéressant, et là je cite Christian Degache, qui a beaucoup encore une fois travaillé au Brésil, il parle d'approche intercompréhensive au pluriel. Et dans le cadre de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, effectivement, l'intercompréhension, je l'envisage plutôt comme une stratégie, comme une démarche qui permet un détour par d'autres langues pour essayer de mieux revenir sur le français, si vous voulez. Donc c'est pas tout à fait, mais je pense que pour vous c'était clair, mais j'aimerais que ça soit clair pour tout le monde. C'est pas tout à fait le même objectif qui prône l'intercompréhension comme en général, d'accord. Et je vais essayer de le développer un peu plus dans le cadre de mon atelier. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un séminaire à Genève avec des étudiants en français langue étrangère où j'essaye justement, mon séminaire s'appelle « De l'intercompréhension des langues romanes à la compréhension de la grammaire du français ». Et j'essaye justement de choisir quelques phénomènes grammaticaux et de les travailler à partir de stratégies d'intercompréhension, à partir de la comparaison interlinguistique. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire dans ces domaines. Moi, j'ai essayé de construire mon propre matériel à partir de tout ce que j'ai pu lire. Je crois que ça reste amélioré aussi. Mais voilà, je pense qu'on aura l'occasion de partager durant ces jours. Mariana Fonseca Favre, da Universidade de Genebra. Merci beaucoup, Mariana.